Salam les impacteurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour ce nouvel épisode de l'Impact Show dans lequel nous allons parler des stratégies pour se démarquer de ses concurrents. Alors vous vous souvenez, dans le premier épisode de cette série, on a vu ensemble les 7 étapes pour créer un business en ligne. Dans le deuxième épisode, nous avons parlé de comment trouver une idée de business. Et là, c'est le troisième épisode de la série. Et dans ce troisième épisode, on va aller un peu plus loin parce que ce n'est pas tout d'avoir une idée. L'idée, justement, c'est d'avoir une idée porteuse, une idée qui vous permet de vous faire une place sur le marché relativement vite. Donc dans ce nouvel épisode, je vais partager avec vous 3 stratégies plus ou moins connues pour se démarquer de vos concurrents et surtout attirer immédiatement l'attention sur vous, donc l'attention de votre marché, même si vous êtes nouveau et que personne ne vous connaît, d'accord ? En fait, cette étape, elle est vraiment importante. Dans ma formation, par exemple, WMA, ça correspond au module numéro 2 ou le module numéro 3 pour l'ancienne version. Et très vite, j'ai compris que c'était ce module-là qui permettait de faire la différence, ou plutôt cette étape-là qui permettait de faire la différence. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que on a beau avoir un site internet, de super produits avoir toute la bonne volonté du monde. Si on arrive sur un marché plus ou moins concurrentiel et qu'on fait exactement comme tout le monde, on est quasi invisible. Et puis surtout, on est en concurrence avec des gens qui sont peut-être là depuis 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, et qui savent ce qu'ils font, d'une part, qui font les bons choix, ils savent pourquoi ils font ces choix-là, et le fait de les copier, de faire exactement la même chose, de ne pas réinventer la roue, c'est l'une des principales erreurs et l'une des principales causes aussi, faut le dire, de l'échec des petits entrepreneurs ou des entrepreneurs débutants, d'accord ? Alors, d'ailleurs, on va commencer par ça. On va commencer par les erreurs, on va commencer par les problématiques en matière de positionnement. J'en vois 2 vraiment grandes. L'une d'entre elles, vous la connaissez sans doute, c'est je suis un porteur de projet, j'ai trouvé mon idée, je pense que c'est une idée porteuse parce que elle répond à un certain nombre de critères dont Saïd m'a parlé. Bref, l'idée me permet de créer une entreprise qui règle un problème ou qui apporte une solution à une catégorie de personnes. Mais voilà, j'arrive sur le marché. Et là, je vois qu'il y a des concurrents. Je vois qu'il y a plein de choses qui ont déjà été faites. Je vois que finalement, en fait, moi, petit novice, j'ai même pas une expertise de fou sur le sujet. Donc, je pense que voilà, j'ai pas forcément ma place et je finis par désespérer. D'accord ? Alors moi, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que c'est très bien de cartographier le marché quand vous commencez à travailler dessus. C'est-à-dire, j'arrive sur un nouveau marché, je veux vendre par exemple une formation sur l'éducation bienveillante. Je vais arriver sur ce marché et je vais voir qu'il y a plein de concurrents et que voilà, jusqu'à la 10e page des résultats de recherche de Google, il y a des sites internet tous aussi complets les uns que les autres. Et une fois que j'ai vu ça, en fait, ça y est, stop. Je sais, j'ai noté qui sont les références, qui sont les acteurs, mais si je continue non-stop à regarder ce que font les concurrents, en fonction, bien évidemment, de la personnalité qui est la mienne, je vais commencer à paniquer. Je vais commencer à me dire, ok, mais c'est chaud parce que ils ont des bonnes idées, les concurrents. Et pire que ça, quand je vais commencer à rédiger du contenu à forte valeur ajoutée ou que je vais commencer à lancer des campagnes publicitaires, je vais, sans faire exprès, souvent, m'inspirer de ce qui existe déjà sur le marché. D'accord ? Et donc ça fonctionne moins bien que si j'ai pris du recul et que j'avais créé ma propre campagne à partir de rien. Donc ça, on en parlera peut-être un peu plus tard. Il y a des techniques plus ou moins avancées pour créer, pour être créatif, même si on n'est pas créatif de façon innée, mais plus vous allez regarder du contenu lié à vos concurrents, et plus forcément vos idées viendront de ce qui est déjà proposé par vos concurrents. Et puis on le voit assez régulièrement, nous en tant qu'entrepreneurs, on voit des clients pour moi qui viennent me voir et qui me disent ouais, on m'a volé mon idée, j'ai lancé un concours et comme de par hasard, tel concurrent a lancé exactement le même concours. En fait, oui, non, c'est pas un hasard, c'est que déjà ce concours, il est pas du tout original, d'une part, donc c'est pas le seul à l'avoir lancé. Et en plus de ça, le simple fait d'aller regarder ce que font non-stop les concurrents, ça crée un peu plus de suspicion en fait aussi. Et puis, comme je vous l'ai dit, ça va venir alimenter notre esprit de contenu, de concept qui existe déjà sur le marché. D'accord ? Donc ça, c'est la première erreur. Trop de concurrents, je n'y vais pas, je renonce, c'est mort. Donc, faut savoir que c'est la pire erreur que vous pourriez faire. D'accord ? Renoncer après avoir trouvé une idée porteuse. Donc la deuxième erreur, c'est je fais comme tout le monde. Je veux pas réinventer la roue. De toute façon, alors on entend souvent cette expression-là, je l'ai moi-même dite à plusieurs reprises, on réinvente pas la roue. En fait, c'est une erreur de dire ça, c'est une erreur de penser ça, parce que ça sous-entend qu'en fait, on va pas faire d'effort de réflexion, on va simplement faire ce qui existe déjà. Alors c'est bien de faire ce qui existe déjà, surtout si vous venez de vous lancer. Moi, je sais que par exemple, lorsque j'ai des grosses campagnes à lancer et que voilà,
là, je me suis inspiré de certaines formations que j'ai suivies ou certains conseils de coach que qui m'ont conseillé pour des lancements, pour des grosses campagnes. Eh bien, je vais suivre leurs conseils, leurs recommandations à la lettre. D'accord ? La première fois. Et c'est normal en fait, parce que à ce moment-là, je ne vais pas réinventer la roue. Je ne sais pas si ça va fonctionner ou non. Donc je me sers de l'expertise d'une autre personne et je m'appuie dessus et je lance ma campagne de cette façon-là. Mais voilà, en fait, je vais tout de suite apporter des modifications et créer mon propre truc. Ok, donc moi ce que je vais vous inviter à faire plutôt, c'est de réfléchir différemment. Lorsque vous voulez arriver sur un marché et vous différencier, eh bien il faut être dans une logique de je réinvente la roue. D'accord ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Qu'est-ce qui pourrait être changé ? Qu'est-ce que les clients ne veulent plus sur ce marché ? Et à partir de là, on commence tout de suite à alimenter son cerveau de nouvelles informations et puis on lui donne surtout on muscle son côté créatif. Je me souviens, j'avais discuté avec quelqu'un qui bossait dans la pub et lui voilà, il avait fait des campagnes, des grandes campagnes chez PlayStation et chez vraiment des marques relativement connues du coup je lui ai dit mais est-ce qu'il y a des techniques finalement quand on n'est pas créatif comme moi, est-ce qu'il y a des techniques pour pouvoir créer quelque chose d'original ? Il me dit mais en fait la créativité c'est soit tu l'as, soit tu acquiers cette compétence-là. Donc en fait l'une des stratégies que moi j'utilise quand je ne vais pas me prendre la tête, c'est je réunis mon équipe sur le produit, donc on fait une réunion sur le produit en question et je leur demande qu'est-ce que le marché ne veut pas, qu'est-ce que le marché ne veut surtout pas. Et donc là ils commencent à lister tout ce que le marché ne veut pas. D'accord, sans regarder ce qui se fait déjà. Mais tout ce que le marché ne veut pas, tout ce que le client redoute, ne veut pas, pourquoi il n'aimerait pas telle et telle chose sur le produit. Et à partir de là, il me dit, quand on a répondu à ces questions-là, eh bien déjà, si on s'arrête là, on est déjà original par rapport à 80% de ce qui se propose sur le marché, tout simplement. D'accord ? Donc ça peut être une technique, j'avais pas prévu de la donner, c'est même pas la première technique, mais en gros, voilà, ça pourrait être une suggestion. Alors il y a une erreur aussi qui est faite assez régulièrement, moi je l'ai vu très tôt quand j'ai commencé à faire mes premiers pas dans l'aventure entrepreneuriale, c'est j'arrive sur le marché, je fais comme tout le monde et puis comme ça marche pas, je casse les prix. D'accord ? Donc moins cher, donc forcément moins cher, ça sera si je fais moins cher que les autres, les gens viendront chez moi et puis forcément j'aurai plus de clients. Donc ça c'est une logique de perdant, et c'est une logique de perdant. Pourquoi ? Parce que c'est un très mauvais calcul, parce que quand on baisse les prix, forcément pour le client, sur le plan psychologique, c'est moins qualitatif. Donc comme c'est moins qualitatif, donc certains clients n'achètent même pas chez vous. Et ensuite, donc c'est moins qualitatif, donc les gens n'achètent pas chez vous. Et surtout, ce qui est flippant, c'est que ceux qui achètent chez vous savent que c'est moins qualitatif, mais c'est pas grave, vas-y, j'achète. Et donc déjà, vous attirez des clients avec un état d'esprit plutôt négatif. Donc ça va mal se passer, peut-être que ils vont vous prendre du temps au service client, demander des résiliations éventuellement, bref, ça va vous prendre plus de temps que ça. Donc qui dit plus de temps pour une entreprise, dit plus de gestion. Qui dit plus de gestion, dit forcément plus de charges, d'accord ? Plus de dépenses. Donc on a baissé les prix, donc on a tapé dans la marge, et en plus de ça, on a des problèmes, donc ça nous demande plus de temps, donc on a plus de charges. Donc c'est un très mauvais calcul. En plus, eh bien, c'est un calcul qui va aussi perturber tout le marché. Parce que si sur le marché, eh bien, tout le monde a ce mindset-là, ok, il a fait moins cher, moi aussi je fais moins cher, ah ils ont fait moins cher, moi aussi je fais moins cher. Et donc finalement les marges baissent, et comme les marges baissent, eh bien, on n'arrive plus à payer nos charges, et comme on n'arrive plus à payer nos charges, eh bien le marché tombe tout simplement. Je me souviens que quand j'ai fait mes premiers pas dans l'aventure entrepreneuriale, il y avait beaucoup de maktaba musulmans, beaucoup de librairies musulmanes. Et donc c'était le bon plan parce qu'il y avait des grossistes, il suffisait d'aller acheter des bouquins ou des choses comme ça et les mettre sur son site internet. Et les vendre tout simplement sur son site web. Le problème, c'est que tout le monde vendait les mêmes livres, faisait les mêmes choses. Le design du site était le même pour tout le monde. Donc il n'y avait pas de branding, on ne savait même pas où on achetait. Et puis on s'en fichait. L'idée, c'était juste d'acheter un livre en tant que client. Et puis il a commencé à avoir beaucoup de boutiques en ligne, boutiques musulmanes en ligne. Et d'un coup, en fait, il y a eu une extinction d'un coup à cause justement de cette baisse de prix. Alors ce qu'il faut aussi garder à l'esprit quand on commence à travailler sur la baisse de prix, c'est que on est dans une logique, on n'est pas dans une logique d'innovation, on est plutôt dans une logique de one shot. One shot, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement vendre à un client une fois, basta, pas plus.
En fait, c'est ça l'objectif final. Qu'il y ait une transaction qui se passe sur notre site internet. Après, si tu reviens, c'est pas grave. Je ne veux pas que tu reviennes même. Ce que je veux, c'est que tu achètes une fois. Et c'est une très mauvaise logique quand on est entrepreneur parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les revenus les plus intéressants pour une entreprise, si on reste seulement sur le revenu, sans parler de l'aspect éthique, qui d'un point de vue éthique, avoir une logique one shot, c'est plutôt borderline, en fonction de quels sont nos objectifs. Mais l'idée, c'est que quand vous êtes entrepreneur, il faut essayer de penser sur le long terme. Quand vous fidélisez un client, eh bien, quand ce client rachète, vous gagnez plus en réalité sur la transaction. Parce que quand il achète chez vous la première fois, ce qui va se passer, c'est que en réalité, c'est pas rentable. La transaction n'est pas rentable. Nous, ce que l'on voit, c'est la marge que l'on reçoit tout de suite. Mais d'un point de vue marketing, il y a eu la création du site, l'optimisation, il y a eu le marketing qui a été déployé, de la publicité, le temps qu'on a passé, tout ça pour convertir ce client une fois. D'accord ? Et donc ce client, une fois on l'a converti, on n'a pas gagné d'argent. En réalité, et dans beaucoup de business c'est comme ça, on commence à gagner de l'argent à partir du moment où le client revient acheter chez nous. D'accord ? Moi je me souviens que quand je travaillais chez Orange, et on nous rappelait ça à longueur de journée parce que je travaillais au service résiliation, donc l'objectif c'était vraiment que les clients restent, donc on avait un certain nombre d'outils, d'avantages à leur proposer. Et donc on me disait clairement, si le client résilie après 24 mois, c'est mort, on ne gagne pas d'argent sur lui. Vraiment. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout le marketing que l'on a déployé nous a permis en fait de lui proposer un téléphone à 1 euro par exemple, nous a permis de lui proposer donc des services qui étaient pas inclus. Bon, on l'a su après que c'était un peu du pipeau, mais en gros, on nous martelait avec ça. On a investi énormément d'argent et si le client, au bout de 24 mois, il renouvelle pas son abonnement, eh bien on a perdu de l'argent sur ce client-là. D'accord ? Donc c'est un vrai challenge pour nous. Donc voilà, donc les 3 erreurs, je reviens dessus. Donc trop de concurrents, je renonce, j'y vais pas. Le deuxième, c'est je casse les prix. Le troisième, alors j'ai parlé également de je réinvente pas la roue, je fais comme tout le monde. D'accord ? Donc maintenant qu'on a parlé des problématiques, et j'espère, je voulais commencer par ça parce que j'espère que vous ne les ferez pas. Donc vous avez peut-être une idée au moment où vous écoutez donc cet audio. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez travailler sur l'un des 3 axes que je vais vous présenter là. D'accord ? Alors, la première solution, la première technique ou la première stratégie que vous pourriez utiliser, et encore une fois, ça va dépendre de votre personnalité et de votre positionnement d'un point de vue communication. Comment vous voulez communiquer avec le client ? Est-ce que ça vous dérange pas d'être assez cash et direct et de donner votre avis ? Est-ce que vous êtes plutôt, j'aime tout le monde, même si c'est plus difficile quand même de faire parler de soi lorsqu'on essaye de concilier tout le monde ? Ou est-ce que faut vraiment déterminer ça avant tout. Mais le premier concept, c'est un concept qui, je crois, a été inventé, ou en tout cas, il a été nommé par Dan Kennedy, un marketeur américain, la polarisation. Alors la polarisation, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement le fait d'être complètement à l'opposé de ce que propose le marché en termes de positionnement, en termes d'image, en termes de branding, bref, tout en fait, tout simplement. L'exemple qui me vient à l'esprit, c'est celui de Frank Kern, qui est un autre marketeur qui s'est fait connaître très rapidement. Alors, il est arrivé dans des séminaires américains et à cette époque-là, c'était à une certaine époque, à cette époque-là, tout le monde était habillé en costume, cravate, voilà. Je suis un marketeur, mais je suis un marketeur classe, en fait. Et c'était un peu la norme. Et lui arrivait en short de surfeur, avec des tongs, cheveux longs, on a l'impression qu'il sortait de la mer. Et donc voilà, tout de suite, en fait, les regards étaient braqués sur lui. Ça voulait pas dire que c'était le meilleur marketeur, mais c'était le marketeur qui a attiré l'attention des gens. Et donc les gens se sont dit, ouais, le marketeur comme ça, habillé en mode cool. Donc c'était différent. Il a cassé, si vous voulez, d'une certaine façon, les codes. Et donc c'est ça la polarisation. C'est de regarder sur votre marché tout ce qui est proposé, donc la couleur des sites éventuellement, la façon dont les gens communiquent. Par exemple, dans la finance, les gens communiquent de manière très sérieuse, peut-être arriver et parler de manière très, décontractée. Donc on en a certains qui ont percé ces derniers temps justement en arborant un style un peu décontracté, etc. Donc on a également l'exemple de Ryanair qui est une compagnie aérienne qui,
on compte plus le nombre de fois où elle a créé le scandale à travers sa communication. Donc sa communication liée à l'actualité très souvent. Donc c'est très trash. Et en plus de ça, eh bien, il l'assume totalement. Donc il y a eu des procès et des choses comme ça. Mais derrière, en fait, c'est beaucoup de publicité. Donc même un bad buzz, finalement, c'est un buzz. Et c'est pour ça que je vous disais qu'on n'est pas obligé d'en arriver là pour faire de la polarisation. Mais c'est pour ça que je vous ai dit que voilà, il faut absolument que vous soyez prêts pour ce genre de communication si c'est ce que vous voulez faire, d'accord ? Maintenant, la polarisation, ça peut être simplement, ok, tous les sites sur mon marché sont noirs, eh bien moi, je vais, donc couleur dominante noire, moi, tout sur mon site, ça sera blanc. Tout le monde montre des photos... je sais pas, sur Instagram, torse bombé, etc., parce que je suis dans le fitness et tout, eh bien, moi, non, je vais pas montrer ça, je vais montrer autre chose qui met en avant, justement, que, en fait, ça fonctionne sur moi et ça fonctionne chez mes clients. Donc, être très imaginatif sur la façon de communiquer, de présenter les choses et même de créer des produits, donc en étant complètement à l'opposé. Donc ça, c'est la polarisation. Le deuxième concept, c'est un concept que quelle que soit la stratégie que vous allez employer, il va falloir absolument le mettre en place. C'est le fait tout simplement de travailler son branding de façon à être omniprésent sur le marché. D'accord ? Le marché, qu'est-ce que c'est ? Finalement, c'est votre clientèle potentielle. Une fois que vous avez déterminé ce que l'on appelle un avatar client, donc le client type, celui que vous voulez voir chez vous, et il faut que ce soit aussi celui qui a besoin de votre produit ou de votre solution, donc lui, une fois que vous l'avez identifié, que vous avez identifié sur quel site il traîne, sur quel groupe il va, qu'est-ce qu'il utilise en fait pour aller rechercher l'information, est-ce qu'il va sur YouTube ou non, quels sont les livres qu'il... Une fois que vous avez déterminé sa vie et que vous l'avez profilé, eh bien il va falloir absolument être présent partout dans sa vie, d'accord ? Alors Jay Abraham parle de la stratégie de la prééminence et dans cette stratégie, il explique que c'est important d'avoir une bonne stratégie de contenu et d'être présent à chaque fois que le client a une question à poser à Google par exemple. Il pose une question à Google, il pose une question sur YouTube, eh bien vous faites partie des résultats de recherche. Vous êtes omniprésent. De cette façon-là, en fait, eh bien vous vous installez comme une autorité sur le marché. D'accord, c'est vous êtes l'entreprise de la situation, l'entreprise du fitness, l'entreprise l'entreprise de l'éducation bienveillante. D'accord ? Donc, on peut le faire de manière avec la stratégie de contenu. Ça prend un peu plus de temps parce qu'il faut créer le contenu, il faut le partager et puis il faut le temps de l'optimiser de façon à ce qu'il soit, positionné très haut dans les résultats de recherche. Et il y a une deuxième stratégie qui, elle, nécessite peut-être un investissement financier. C'est ce que l'on appelle le retargeting. Alors le retargeting, qu'est-ce que c'est ? Alors vous avez dû le voir avec des sites comme Amazon. Vous allez sur Amazon, vous regardez donc une paire de chaussures et ça y est. Si vous ne l'avez pas acheté, et même parfois quand vous l'avez acheté, vous finissez par voir cette paire de chaussures partout, sur tous les sites. D'accord ? La même bannière publicitaire qui vous invite à revenir finaliser votre achat. Donc ça, c'est le retargeting. C'est pouvoir cibler donc sa clientèle, son marché, en fonction de l'intérêt qu'ils ont pour votre produit ou pour votre site internet. Donc il y a plusieurs façons de faire, je vais vous en donner quelques-unes ici, même si voilà, c'est un sujet à part entière. Par exemple, une personne vient sur votre site, vous avez la possibilité via des codes que vous transmet Facebook ou Google de cibler cette personne-là. D'accord, de lui proposer une campagne publicitaire adaptée à ce public-là. Maintenant, vous pouvez même aller plus loin que ça. Avec Facebook, toujours, vous avez la possibilité, quand vous avez récupéré les emails de vos clients ou de vos prospects, vous avez la possibilité de injecter donc cette base de données dans Facebook et dire à Facebook, ok, crée-moi une audience avec ces gens-là et je veux cibler absolument ces gens-là. Et donc ces clients ou ces prospects finissent par vous voir partout à travers vos campagnes publicitaires. D'accord ? Il y a d'autres possibilités. Vous pouvez cibler par localisation également. Vous habitez par exemple à Cergy. Alors moi j'ai grandi à Cergy, donc à Cergy ou à Tanger par exemple. Eh bien vous pouvez cibler la ville et puis faire que tous les gens qui habitent dans cette ville voient votre communication tout simplement. D'accord ? Alors moi j'avais une objection à cette stratégie parce que quand je vais sur un site internet et que je cherche une information particulière, je fais même plus attention aux bannières publicitaires. C'est-à-dire qu'il y a des bannières, mais je les regarde même pas en fait. Mon cerveau conscient ne les voit pas. Et dans le livre de Robert Cialdini, alors pas le premier, mais le dernier, celui qui vient de lancer il y a pas longtemps, qui s'appelle Persuasion, il parle d'une étude qui a été faite justement par rapport à ces bannières publicitaires, et on s'est rendu compte que, eh bien, comme l'achat il est purement émotionnel et inconscient,
Donc un achat à la base, la décision d'acheter un iPhone, un iPad ou quelque chose, alors je fais pas du placement de produit ici, mais la décision d'acheter ces produits-là, par exemple, eh bien c'est une décision qui est d'abord émotionnelle et inconsciente, et ensuite on va chercher donc des raisons conscientes ou logiques ou rationnelles de justifier ce besoin d'acheter ces choses-là, d'accord ? Donc lui, à travers l'étude qu'il partage, il explique que souvent des gens qui ont vu souvent des bannières publicitaires, même inconsciemment, eh bien, ils avaient créé un lien inconscient avec cette entreprise. S'ils ont le choix entre cette entreprise et une entreprise à offre égale, mais qu'ils n'ont pas vu, dont ils n'ont pas vu les bannières publicitaires, eh bien, ils vont opter, ils ne sauront même pas dire pourquoi, pour l'entreprise dont ils ont vu régulièrement les bannières publicitaires. D'où l'intérêt, tout simplement, d'être toujours dans l'esprit du client avec donc le retargeting, une stratégie de contenu pour pouvoir avoir des résultats sur le long terme et puis d'autres techniques liées aux réseaux sociaux par exemple. Pour les réseaux sociaux, on en reparlera plus en détail, mais en gros, moi je vous proposerai deux stratégies, une stratégie complètement automatisée où vous êtes présent sans être là physiquement et une stratégie un peu plus élaborée où là, vous allez travailler de manière un peu plus précise et méticuleuse sur des campagnes, sur des posts un peu plus qui créent un peu plus de valeur, mais au moins vous êtes présent tout le temps. L'automatisation, ça permet d'être présent et de gagner du temps pour pouvoir travailler sur ces autres types de stratégies un peu plus poussées et avec un peu plus de profondeur. Ok. Alors on le voit par exemple, je reprends cet exemple-là, mais un enfant, quand vous lui faites vivre un moment émotionnel dans un restaurant type McDonald's par exemple, eh bien dès le plus jeune âge, il finit par voir le McDonald's de très très loin. Moi je me rappelle que mes enfants en fait dans la voiture, tout de suite ils disaient maman McDonald's, maman McDonald's. On regardait le McDonald's, il était hyper loin, il était presque imperceptible ou invisible. Donc du coup, il y a deux choses à garder à l'esprit ici. C'est vraiment deux choses vraiment hyper importantes lorsque vous décidez de travailler sur des campagnes publicitaires ou même sur un positionnement. C'est être identifiable et deux, faire vivre quelque chose d'émotionnel à votre client. Et le meilleur moyen de faire ça, eh bien, c'est de lui permettre d'obtenir des résultats là où il pensait que c'était mort, tout simplement. Moi, je sais que quand j'organise des campagnes de fin d'année type Power Zone Challenge, le Power Zone Challenge, donc c'est le gros challenge de fin d'année où on invite les gens à dépasser leurs peurs, leurs craintes, leurs angoisses, etc. et de faire des trucs un peu foufou en rapport avec l'entrepreneuriat. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les gens, ils sont qu'ils aient réussi ou non les épreuves, ils comprennent qu'en réalité, finalement, ils avaient tout ce potentiel-là et qu'ils n'avaient jamais utilisé. Et ça crée quelque chose d'émotionnel très fort et ça crée un attachement aussi avec notre entreprise. Et du coup, derrière, en fait, si jamais ils ont un besoin lié à ce que nous proposons, bien, on fait partie, on va dire, du panel des entreprises, en fait, qui feront partie de l'appel d'offres, si vous voulez. Ensuite, la troisième technique, ou plutôt la troisième approche que je pourrais vous proposer pour vous différencier des autres, c'est tout simplement de ne pas être une entreprise. Alors je sais que ça paraît un peu fou dit comme ça et je veux m'attarder un petit peu dessus parce que je veux pas que vous compreniez mal ce que je veux dire par là. Quand on est une entreprise, on l'assume. On est là pour générer des revenus parce que c'est les revenus qui vont faire tourner l'entreprise. Et sinon, si on ne veut pas générer de revenus ou si on veut juste aider, on crée une association. C'est différent, d'accord ? Mais une entreprise, c'est une entreprise en fait. C'est une entité qui va créer un produit, une solution et qui va répondre à une solution qu'a un client, tout simplement. D'accord ? Le client doit être au centre de l'entreprise, mais l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc ça, c'est important. Pourquoi ne pas être simplement une entreprise ? Parce qu'aujourd'hui, en fait, justement, l'aspect argent, l'aspect gain financier, l'aspect revenu, c'est ce qui prime. Aujourd'hui, vous avez sur tous les sites tous les marketeurs vous invitent à gagner beaucoup d'argent, à rouler en grosse voiture, à partir en voyage toute l'année. Donc c'est très bien, en fait. Et c'est possible de le faire. Nous, on le fait. Et même si on travaille beaucoup parce qu'on a d'autres objectifs pour nous et pour nos clients et pour notre communauté et pour tous ceux qui nous suivent, on travaille beaucoup et on aime ce qu'on fait, donc forcément on a une autre approche. Mais c'est une approche qui est tout à fait louable. Tu es une entreprise, tu proposes un produit à forte valeur ajoutée qui aide vraiment les gens et tu gagnes beaucoup d'argent, ça, c'est génial. Mais c'est en ce moment, comme tout le monde fait ça,
ça pourrait être intéressant d'adopter un autre positionnement, de dire ok, nous on n'est pas juste une entreprise, on est une entreprise certes, le produit que vous allez acheter chez nous, le service que vous allez acheter chez nous, c'est le top niveau parce qu'on a travaillé dur pour pouvoir produire ça, et puis même dans la relation, l'accompagnement qu'on va vous proposer, c'est génial, mais on n'est pas que ça en fait. Derrière, ce que l'on gagne, on va le redistribuer parce qu'on peut se permettre de redistribuer une partie. Ou sinon, en fait, on va engager uniquement des personnes qui sont dans des difficultés sociales, qui habitent dans des quartiers. Et donc, personne ne veut les recruter. Quand on voit leur nom sur le CV, ça passe pas du tout. Donc voilà, nous, on est plus qu'une entreprise. On est une entreprise sociale, on est une entreprise humanitaire, on est une entreprise qui vient pour impacter le monde, par exemple. D'accord ? Donc, avoir cette approche-là. Alors, on n'est pas obligé dans ce cas-là précisément, de réinventer la roue, il suffit de regarder un petit peu les différentes actions humanitaires, sociales, et de choisir quelque chose qui pourrait correspondre à notre entreprise. Alors c'est pas une activité supplémentaire, il faut que ça soit quelque chose qui s'inscrit tout de suite dans ce qu'on fait déjà. Donc il y a cette fameuse entrepreneur qui est décédée, paix à son âme, il y a pas très longtemps, et qui a écrit un livre qui s'appelle Give Work. Donc c'est une entrepreneur qui avait donc un certain nombre d'entreprises, et elle recrutait uniquement des personnes qui étaient dans ces difficultés-là sociales, ou bref, qui avaient des difficultés, qui n'auraient pas pu être recrutées ailleurs. Et elle s'est fait connaître comme ça. Et donc le simple fait d'avoir adopté ce positionnement social et d'être très engagée à ce niveau-là, a fait que c'était plus une entreprise comme les autres, c'était bien plus qu'une entreprise, c'était un concept, et ça, si vous parvenez à le faire, alors, vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite, mais si vous parvenez à le faire, bien vous marquez des points sur le marché, et ça va vous demander peut-être moins d'efforts de communication, en tout cas, pour vous faire connaître à grande échelle, et surtout pour fidéliser vos clients, parce que vos clients ne seront plus vos clients finalement, ce sera vos clients, ce sera vos membres, ce sera la communauté que vous avez créée, et qui va vous aider en fait à travailler sur cet objectif ambitieux, tout simplement. Donc voilà, on a nos trois approches, nos trois techniques. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres choses que je voulais vous dire ? Pas forcément. En fait, je crois que déjà, là, vous avez de quoi faire. Donc, dans l'article qui accompagne cet audio, cet épisode, forcément, vous allez retrouver d'autres sources, d'autres informations. N'hésitez pas à cliquer, n'hésitez pas surtout à partager. Alors, juste avant de nous quitter, j'aimerais faire un récapitulatif parce qu'on a vu beaucoup de choses, et comme c'est moins bien structuré que quand je lis mon script mot pour mot, je veux m'assurer que vous n'oubliez rien, et que moi aussi, je n'ai rien oublié en fait par rapport au message que je voulais vous faire passer, parce qu'il y a plein de messages que je vais vous faire passer. Et je vais vous en parler tout de suite, d'ailleurs, dans le récapitulatif. Donc on a parlé des problèmes. Le problème, c'est trop de concurrence, je n'y vais pas. Donc ça, c'est une erreur en fait, parce que dans la vie de tous les jours, même quand tu veux faire des enfants par exemple, tu te dis pas oh non, il y a trop de concurrence, il y a trop d'enfants, je n'y vais pas. D'accord ? C'est en réalité ton cerveau inconscient qui te fait un peu peur, donc tu te dis non, il faut que je trouve une excuse valable, et c'est souvent celle-là qui ressort. Donc moi, quand je me suis lancé dans le web marketing, c'était même pas juste concurrentiel, c'était terriblement concurrentiel, c'était un océan rouge, donc c'était vraiment très compliqué, et malgré tout on est là aujourd'hui parce que le positionnement était différent. J'ai ciblé la communauté musulmane, donc une communauté à laquelle j'appartiens aujourd'hui, et dont je connaissais les codes, donc j'ai adopté un positionnement complètement différent de mes concurrents, et puis c'est un positionnement qui, encore une fois, je faisais pas d'effort parce que ça correspondait à la personne que j'étais, et donc tout de suite en fait ça m'a permis de créer une communauté relativement rapidement grâce à Dieu. La deuxième erreur, c'est je fais comme tout le monde, je réinvente pas la roue. Si, réinventez la roue. Chaque fois que vous faites une campagne, chaque fois que vous lancez un produit, chaque fois que vous lancez un service, votre objectif principal, c'est de réinventer la roue. Ensuite, la troisième erreur, ou le troisième problème, c'est que je casse les prix. Je casse les prix, c'est horrible. Et je vais prendre un petit peu de temps rapidement, parce que c'est important que vous compreniez quelque chose au sujet du prix. Le prix, c'est quelque chose de psychologique. Ça va influer effectivement sur votre chiffre d'affaires. Donc, à partir du moment où en face du prix, vous proposez une valeur qui dépasse, si vous voulez, ce que le client est prêt à sortir de sa poche, c'est bon, vous avez gagné. Si vous essayez de vendre et que ça ne fonctionne pas et que tout le monde vous dit que c'est trop cher, c'est pas qu'il y a un problème au niveau du prix, c'est qu'il y a peut-être un problème au niveau de l'offre. Donc plutôt que de baisser le prix, améliorez votre offre, tout simplement, en fait. Essayez de voir les choses sous cet angle-là. Alors certes, vous n'aurez peut-être pas accès au même marché, aux mêmes clients, peut-être que vous en aurez moins, mais comme vous proposez quelque chose de coûteux, finalement vous allez vous y retrouver au niveau du chiffre d'affaires. Moi je sais que quand j'ai proposé la première fois mon programme WMA, il était en bêta, il n'était pas encore préparé, donc du coup je ne pouvais pas me permettre de le vendre 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, donc je l'ai vendu 400 euros. Donc j'ai eu 300 clients à peu près. Et donc après je me suis dit waouh, là il va falloir que je le vende 1400 euros, donc comment je vais faire ?
parce que tout le monde a vu le lancement. Donc je vais devoir le relancer, le vendre 1400 €. C'est chaud. Et donc du coup, j'avoue, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit non, tu sais quoi, je vais le vendre à 600 €, voire 1400 €. Donc il y avait 2 offres et c'est pareil. En fait, j'ai fait exactement le même chiffre d'affaires que la fois précédente avec moins de clients, mais des clients plus qualitatifs parce que c'était des clients qui avaient, comme ils avaient vraiment investi sur eux-mêmes. Bah derrière, en fait, ils étaient beaucoup plus assidus, beaucoup plus attentifs. Ils posaient des questions, ils interagissaient avec les autres membres. Bref, il y avait vraiment un état d'esprit positif. Donc le prix, oui, mais on ne le baisse pas. Si tu le baisses, c'est que tu as perdu la bataille, tu as perdu le match. Surtout si tu baisses et que tu es moins cher que le reste de la concurrence. Maintenant, si c'est une stratégie et que tu as fait tes calculs et que tu vois finalement que là je suis passé au tutoiement carrément et que tu vois que voilà, c'est rentable d'en vendre beaucoup parce que tu as la possibilité de faire du volume, là à ce moment-là c'est une autre stratégie et commence tout de suite par ça. Commence pas avec un prix et tu le baisses juste après. Donc on ne baisse pas les prix. Et les 3 techniques dont je vous ai parlé, c'est la polarisation, donc pôle nord, pôle sud. Donc si tout le monde est au pôle nord, moi je suis au pôle sud et vice versa. Donc travailler le branding et le retargeting, être présent quasi partout et ne pas être une entreprise, ou plutôt être plus qu'une entreprise, d'accord ? Être une entreprise certes, mais être plus que ça, être un concept ou plutôt un mouvement. Okay, donc voilà, on a vu toutes ces choses-là. J'espère vraiment du fond du cœur que ça vous servira. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Si vous avez aussi des choses à ajouter, des conseils supplémentaires, n'hésitez pas. C'est aussi un lieu où voilà. Alors c'est autorisé. Voilà, vous pouvez communiquer vos contenus, vous pouvez parler, vous pouvez conseiller les gens, vous pouvez partager ce que vous voulez. Vous êtes ici chez vous, donc n'hésitez surtout pas. Et surtout, dernier point, n'hésitez pas à partager aussi ce podcast. Ces derniers temps, j'ai pas eu le temps de faire un vrai travail de promotion parce que j'ai accompagné un certain nombre de personnes depuis l'année dernière et du coup là on est encore sur certains lancements. Alhamdulillah, Dieu merci, tout se passe très très bien. Et je reviendrai sur ces contenus-là pour les partager à grande échelle. Mais si ça vous a plu, si vous y voyez un intérêt, n'hésitez pas à partager avec le plus grand nombre de personnes, aussi bien sur YouTube que via le podcast, que sur iTunes. Laissez-moi des avis aussi, c'est très important. Et voilà. Et pour ma part, je vous souhaite à tous beaucoup de réussite ici-bas et dans l'autre monde. Wa kun sa'idan.